aussi de lettres pour s'offrir en un inventaire d'organes aux premiers disséqueurs anatomistes. J'ai eu besoin de solliciter un médecin et historien, Christian Bonnat, et ma première question consiste à savoir s'il est vrai qu'il n'existe aucune tentative de dissection avant l'Antiquité. C'est un peu un mythe qui est véhiculé, donc on sait très bien que déjà les anciens ont disséqué dans l'Antiquité grecque et romaine. Alors on a des indications que c'est plutôt des dissections animales que humaines, mais il y a de la dissection et même humaine. Alors ensuite vient effectivement une période où la dissection est peu importante, mais tout simplement d'abord parce qu'on est sur les livres, donc le corps physique, biologique, il n'est pas si important que ça. C'est pas l'Église qui est l'obstacle majeur, ça participe un peu, mais c'est pas qu'on n'aurait pas pu, on a pu. Et donc les dissections reviennent à partir du 15e, 16e siècle, essentiellement sur des corps de suppliciés, sur des condamnés à mort où on a le droit en fait de disséquer par la suite. Et donc dans un premier temps, ces dissections par contre, c'est au XVIe siècle que ça se généralise dans tous les pays européens. Cette dissection concerne la structure normale du corps, c'est-à-dire on veut savoir comment est fait un foie, une rate, un intestin, etc. Et c'est un double mouvement, c'est très intéressant quand on regarde les images produites donc à partir de 1513, 14, etc. Il y a un mouvement artistique. Léonard de Vinci dissèque en Italie dans les caves des églises des corps pour comprendre le fonctionnement et la structure du corps humain, mais en tant qu'artiste et ingénieur d'une certaine manière. Et en même temps, c'est les médecins qui commencent à disséquer dans les premiers amphithéâtres de dissection. Donc dans ce début, on considère que la date qui fait vraiment référence à cet endroit-là, c'est 1543, c'est la publication par Vézal d'un atlas du corps humain. Mais ce qu'il faut bien retenir à cet endroit-là, ce sont des dissections isolées et qui ne cherchent qu'à comprendre la structure normale du corps humain. Quelle surprise de découvrir que Rabelais, ancien moine et devenu médecin, était un farouche partisan de la dissection. Par fréquente anatomie, acquiert-toi la parfaite connaissance de l'autre monde qui est l'homme, a-t-il écrit. Rabelais a aussi étudié la médecine à Montpellier. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous nous y rendons, mais plutôt pour visiter en compagnie de Xavier Laurent, guide conférencier, la plus ancienne des facultés dont la pratique est née en dehors de tout cadre institutionnel au début du XIIe. Dans le début du Moyen-Âge, on a droit à 2, peut-être 3 corps pour éviter tout problème justement de, alors entre guillemets on dirait aujourd'hui de gaspillage de corps, mais surtout des problèmes d'hygiène ou autres. Mais on va limiter en fait au XIVe siècle à 1 corps par an la dissection anatomique, et ça ne pouvait se faire qu'en période dite froide. À la Renaissance, quand Montpellier a le collège royal de médecine, on a quand même de temps en temps un amphithéâtre d'anatomie tout petit qui est construit à côté, qui est démonté à chaque printemps pour laisser de la place ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Renaissance, dans l'amphithéâtre d'anatomie, ça devient un événement public. Il n'y a pas que les étudiants qui viennent ici, il y a aussi la bonne société montpelliéraine, hommes comme femmes, qui sont cordialement invités à assister à ces cours. Pour certains, le but était de parader, de venir, ensuite dire qu'ils avaient vu ça. C'est assez grisant, en fait, de voir un corps qui est ouvert, mais il y en a beaucoup, en fait, ce qui est très important, qu'on soit à Paris, Montpellier ou ailleurs. On va avoir pour la noblesse, en fait, un engouement dans tout ce qui est les découvertes scientifiques et même parfois anatomiques. Quand il y a une dissection, elle est la plupart du temps publique d'ailleurs, mais elle est d'abord destinée aux étudiants en médecine, et c'est un événement, c'est-à-dire la faculté entière avec ses étudiants se retrouve donc au XVIe, XVIIe siècle dans cet amphithéâtre, et un maître explique. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre à cet endroit-là. La rupture, c'est que on ne lit plus le livre, mais on lit dans le corps en fait. C'est l'observation se déplace sur le corps humain. Et ça va donner à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, cette idée que de plus en plus, le corps humain va être un objet, en fait. Et on voit que la question du sujet est éloignée ou mise à distance à cet endroit-là, parce qu'on va lire dans la matérialité biologique du corps la normalité et la pathologie. C'est le moment que Michel Foucault a appelé la naissance de la clinique, c'est-à-dire c'est ce moment de l'autopsie, soi-même,
scopos voir, donc c'est le moment où le médecin cherche à voir par ses propres yeux les modifications que produit une maladie dans ce qui à l'époque est inaccessible, c'est-à-dire la profondeur, l'intériorité du corps humain. Et donc c'est le moment où cette autopsie va se généraliser, c'est Bichat qui dit « ouvrez des cadavres et vous verrez la clarté jaillir de là » pour comprendre en fait la pathologie. Est-ce qu'on peut un peu, s'il vous plaît, le manipuler quand même? Parce que moi j'ai envie de jouer à la poupée. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous voulez le sculpter? Vous voulez, je sais pas, moi, vous voulez faire quoi? Je ne sais plus. Centre de simulation, site Pajol, directeur Patrick Plaisance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui respire. Voilà, quand il respire plus, on est inquiet, mais qui respire. On peut mettre toutes les petites électrodes pour contrôler son cœur, ce qu'on appelle le scope. On peut ausculter le cœur, voir s'il y a des bruits qui sont normaux au niveau du cœur ou des bruits qui sont pas normaux, des souffles au cœur ou des choses comme ça. Je ne saurais plus du tout. Alors là, je remets un stéto, ça doit faire 30 ans que j'en ai pas mis, mais je ne sais pas si je le mets dans le... C'est quoi, le pavillon, il est là? Oui, le pavillon est là. Quelle honte! Oui, non, pas mais du c'est tout, bien, je pourquoi? retourne en médecine. Je n'entends absolument rien. C'est normal, docteur? Concentrez-vous. L'avantage de ces simulateurs humains, c'est qu'ils permettent d'être vraiment en immersion avec des équipes. Ça, c'est pas de la technique uniquement. La technique, si je fais un geste, par exemple, je pose une perfusion, ça c'est de la technique, qu'on appelle de la procédure. Okay. Mais là, ce genre de simulateur, vraiment, c'est pour travailler en équipe, éventuellement en équipe interprofessionnelle ou interdisciplinaire. Donc on peut avoir infirmiers, aides-soignants, médecins ou équivalent médecins, étudiants en médecine, qui travaillent autour d'un cas spécifique. Alors ce sont des petites scénettes qui durent entre 10 et 15 minutes environ, avec 2, 3, 4 étudiants qui sont autour du patient, qui ont pour mission d'essayer de faire un diagnostic, de traiter correctement ce patient. Ils peuvent donc l'interroger. On voit très bien quand il s'arrête de respirer qu'il ne respire plus. Quand il ferme les yeux, c'est qu'il est dans le coma, etc. Dans l'équipe pédagogique, on a plusieurs personnes. C'est pour ça que la simulation, c'est énormément d'enseignants. Et en gros, quelquefois, c'est quasiment du 1 pour 1. Enseignant, enseigné. Okay. On a le patient, puisque le patient a un texte, un script, on sait qu'il a tel âge, on sait qu'il a tel ou tel antécédent, etc. Donc la personne enseignante va faire son texte en fonction, bien sûr, de l'interrogatoire de l'étudiant. On a quelqu'un qui est à la technique, qui va monter, baisser la tension en fonction de ce que les étudiants font. C'est une deuxième personne. On a une troisième personne qui est celle qui va donner le tempo du cas. Vous allez intervenir auprès d'un patient qui a telle ou telle chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le briefing pour tous les étudiants. Et pendant la simulation, la séance de simulation, ce même débriefeur va prendre des notes derrière la vitre sans teint pour savoir les choses positives et les choses à améliorer. En simulation, on ne dit jamais « ce n'est pas bien ». On dit « comment tu peux t'améliorer » sur du technique et du non technique. Le relationnel avec les collègues, le relationnel avec le patient, comment il lui parle, etc. Tout ça, il le note pour ensuite faire une dernière phase, qui est la phase de débriefing avec tous les étudiants, pour discuter du cas et répondre aux questions et les faire avancer. Et là, je sens comme un... Si, il y a un souffle parfois. Il est possible qu'il y ait un souffle. Oui, est-ce que le monsieur peut me confirmer? Je retourne. Est-ce qu'il y a un souffle? Est-ce que... Oui, il y a un souffle. Ah oui, on l'entend très fort. Oui. Là, si je passe à côté, c'est que vraiment le patient confirme. D'accord. Depuis qu'on a des traces écrites, donc sur lesquelles on peut se baser pour savoir comment est formé, exercé, pensé des médecins ou des soignants dans l'Antiquité grecque. Il y a notamment le nom d'Hippocrate, en sachant qu'on ne sait pas tant de choses que ça d'Hippocrate, mais c'est un corpus qu'il a légué. Dans cette Antiquité, il n'y a pas d'institution qui garantit ou qui légitime le savoir médical. On fonctionne plutôt sur un compagnonnage, un apprentissage auprès d'un maître, et Hippocrate en est un. Ce qui pose évidemment pour celui ou celle qui est soigné par ce médecin la question, est-ce que je peux faire confiance ou pas à un médecin qui me soigne ? Raison pour laquelle le pronostic est extrêmement important, puisqu'un médecin qui sait prédire ce qui va arriver
il est en compétence et donc c'est un médecin auquel on peut faire confiance. Si mon médecin me dit que je vais avoir de la fièvre dans 3 jours et j'ai de la fièvre 3 jours après, c'est qu'il domine en fait la question. Alors, qui sont ces médecins ? La plupart du temps, dans cette antiquité, que ce soit d'ailleurs la Grèce ou Rome, les médecins qui exercent sont des hommes qui ont besoin de gagner leur vie par leur travail manuel, en fait. Donc, ce ne sont pas des nobles, des bourgeois et des citoyens de plein de droits de la société grecque ou de la société romaine. Galien, par exemple, un des médecins réputés de Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, est un esclave affranchi qui pratique la médecine pour la haute société romaine de l'époque. Cette manière de fonctionner va couvrir l'Antiquité, ensuite c'est le Moyen-Âge, donc les choses se dégradent un peu du point de vue occidental. La médecine est reprise et je pense qu'il faut insister dessus dans le monde arabe. Tout ce que nous savons aujourd'hui de la médecine grecque et romaine nous a été en grande partie colporté par le savoir et les traductions arabes qui sont retraduits à la fin du Moyen-Âge. Et la formation reste à peu près de cet ordre-là. Très ému de manipuler à nouveau un stéthoscope sous le regard bienveillant du professeur Plaisance, de découvrir que la première partie du serment d'Hippocrate relate les termes du contrat d'apprentissage entre un maître et son disciple. Je jure par Apollon médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux, toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivants. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon avoir, et le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères, et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai, sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples, liés par un engagement et un serment, suivant la loi médicale mais à nul autre. Jean-Michel Gentizon, le cœur de notre sujet, c'est comment apprend-on à devenir médecin ? C'est un vaste sujet. Vous-même, comment avez-vous eu envie alors de devenir médecin ? Puis psychiatre par la suite. Quelle a été la genèse ? En fait, c'est une histoire familiale. J'ai eu un grand-père chez lequel j'ai habité une partie de mon enfance, à partir de l'âge de 10-12 ans, et qui était né en 1876, qui avait eu sa thèse de médecine en 1901, et qui a commencé à exercer en 1901 dans la région de Blois, dans le Loir-et-Cher, et il a exercé là jusqu'en 1919, à la suite de quoi il est venu sur Paris. À Paris, il a pris une clientèle place de la Nation, dans le 12e arrondissement. Il a exercé jusqu'à 88 ans, peut-être même un peu plus. Et ça a vraiment été un exemple pour moi. Je l'accompagnais quand il faisait des visites et que j'avais 12 ans, que je ne savais pas quoi faire dans la journée. Je l'accompagnais dans les visites. J'attendais la voiture, il me racontait éventuellement ce qu'il en était. Il me parlait beaucoup de sa pratique et il me racontait qu'il avait, à l'époque il n'y avait pas de voiture, donc il avait une voiture, un cabriolet avec un cheval. Il avait un cheval pour les visites du matin, un cheval pour les visites du soir. Il me montrait les photos. J'ai été baigné par ses récits. Il était à la fois médecin généraliste, il faisait des accouchements, et les médecins assuraient la pharmacie aussi. Il était pro-pharmacien. Il fabriquait, dans son appartement à Paris, il y avait encore des systèmes pour fabriquer des suppositoires. Donc il coulait comme ça, il faisait des préparations. Voilà, j'ai été baigné dans ce climat-là. Et il a eu donc 4 enfants, ma mère, et 3 fils qui sont devenus médecins. Donc quand j'ai choisi mon orientation, j'ai fait la médecine, mais auparavant il y avait eu un intérêt, quand j'avais 16-17 ans, pour la psychiatrie et pour la psychanalyse. J'avais vu une émission à la télévision, un psychiatre qui racontait l'histoire des sœurs Papin. Je me souviens qu'à la fin de l'émission, je devais avoir 16 ans, je me suis dit, je vais être psychiatre. Donc c'était un chemin qui allait de soi, quasiment, et qui me passionnait.
Montpellier est une ville d'origine médiévale. Cette ville de commerce, effectivement, en grandissant et en étant de plus en plus importante, lorsqu'on tombe malade, on a quand même des professionnels de santé, mais ces professionnels de santé ne sont pas encore soumis à une université. On avait des écoles de médecine. Pour faire simple, une école, c'est un médecin qui est capable de dispenser des cours. On n'a pas forcément de diplômes qui vont être transmis ou du moins qui vont être délivrés comme du temps de l'université. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même une épreuve finale, comme pour les apothicaires d'ailleurs. C'est une formation qui pouvait être assez longue et parfois contraignante parce que c'était quand même des fois jusqu'à 10-15 ans d'études en fonction des disciplines. Et même si le discours des maîtres de médecine diffère de l'un à l'autre, au départ, ce qui est commun, c'est que on a les cours qui commencent très tôt le matin, entre 6h et jusqu'à 13h à peu près. Donc là, c'est vraiment la partie théorique qui est délivrée. On avait ensuite, si vous voulez, une partie très intéressante qui était celle de la visite aux malades et aux patients. Et ensuite, on se rendait chez l'apothicaire, justement, pour la fin de journée. Et plutôt qu'à Paris, d'ailleurs, à Montpellier, les apothicaires, au cours du Moyen-Âge, notamment vers le XIIIe siècle, vont obtenir un statut très particulier qui va en faire, donc justement, à la fois des commerçants, mais aussi artisans, si vous voulez, qui sont réunis en corporation. Et ça, c'est très important, parce que c'est un statut qui définit bien que là, c'est un métier qui a donc pignon sur rue. Mais en plus de ça, pour être sûr qu'ils ne délivrent pas n'importe quoi, ce sont en fait les médecins montpelliérains qui accréditent les apothicaires. Et donc, on ne peut se fournir que chez ceux, en tout cas, qui ont été validés par les médecins. Et ça montre bien que même si on n'a pas encore l'université qui n'est fondée qu'au 17 août 1220, il y a déjà une qualité de la médecine qui est quand même assez importante. Alors, on continue la visite ? Il y a une grande rupture qui va arriver à poser les premiers jalons de ce qu'on peut appeler l'époque moderne, donc après la fin du Moyen-Âge. C'est un double mouvement à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. C'est d'une part la création des universités en tant qu'institution en Occident. Et quand on dit université, c'est pas les universités modernes d'aujourd'hui, mais c'est des universités qui sont très étroitement liées à l'Église, en fait, et essentiellement à l'Église catholique, évidemment. Et d'autre part, l'essor des villes et au sein de ces grandes villes, donc les premiers centres urbains, l'organisation de la société sous forme de corporations. Donc il y a des corporations qui représentent en fait des métiers, et un de ces métiers, c'est la médecine, c'est le fait de soigner. Donc on a deux points qui sont importants à cet endroit. On a des institutions maintenant, et d'autre part, on a des organisations professionnelles, puisque la formation médicale mène à l'inclusion dans une de ces corporations. Ces universités vont peser lourdement sur l'évolution de la formation médicale tout au long de l'époque moderne, donc en gros en France jusqu'au moment de la Révolution, parce que ces universités vont accentuer en fait la partie théorique, écrite, livresque de la formation médicale. Donc c'est le moment où il faut étudier, il faut lire des livres, il faut surtout lire les livres des anciens. On considère qu'il n'y a pas plus grand que... Donc c'est le fameux portail de la cathédrale de Chartres. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Donc l'idée, c'est que le regard est vraiment tourné vers le passé et pas du tout vers l'avenir. Donc c'est dans les écrits des anciens qu'il faut lire, commenter, etc. Donc c'est des débats théoriques infinis autour de Hippocrate, Galien, Avicenne voulait dire ceci, ne voulait pas dire cela, etc. Donc on est vraiment dans une rhétorique et dans un travail sur les textes, très peu au lit du malade, très peu en situation pratique concrète. Molière, le malade imaginaire. Et vos altri messiores antasiarum facultatis fideles executores chirurgiani et apothicari ad qui tota compagnia aussi. Le deuxième trait fondamental de ces universités, c'est qu'elles sont tenues par des clercs, donc des religieux. Et ces religieux ne souhaitent pas travailler avec leurs mains et surtout avec des procédés qui auraient à voir avec l'effusion du sang. Donc toute la partie chirurgie va être sous-traitée en fait à une autre catégorie qu'on appelle les chirurgiens ou les barbiers chirurgiens. Donc ils ne sont pas formés à l'université, ils n'ont pas le prestige ni la légitimité des médecins,
mais ils prennent en charge toute la partie de la chirurgie ambulante de l'époque, que ce soit des plaies, des cataractes, donc un tas d'interventions qui ne relèvent absolument pas de la médecine à cette époque. C'est-à-dire on a vraiment une forte dichotomie entre la théorie et la pratique, avec en même temps une hiérarchisation. La médecine est noble et la chirurgie, c'est un peu une besogne basse de barbier. Donc on voit que ça reste très proche des métiers, des apprentissages. Il n'y a pas ce côté universitaire et diplômant qui va arriver avec les universités. Tout en sachant qu'on est en même temps, et ça vraiment il faut insister dessus, dans un cadre qui est ecclésiastique, c'est-à-dire la formation universitaire. Il y a ce qu'on appelle le trivium et les quadrivium. Le quadrivium, c'est le premier cycle, le trivium, c'est les hautes études. Et ces hautes études, c'est quoi ? C'est la théologie, c'est le droit, mais le droit canon, donc le droit catholique, et la médecine. Donc c'est vraiment une des possibilités. Quand on ne veut pas devenir clerc, théologien ou juriste droit canon, ce qui reste, c'est la médecine en fait. Mia dottore demandatur causam et rationem quare, opium facit dormire. A qua respondeo, quia est ineo virtus dormitiva, cusus es natura sensus et subire. Vous, Jean-Michel Gentizon, au XXe siècle, quel a été votre apprentissage entre la théorie et la pratique ? À l'époque, il y avait vraiment des cours théoriques l'après-midi et une pratique le matin. Dès le début ? Oui, d'emblée. Il y a une année ou 2 années qui s'appelait le CPEM ou le PCB, c'est-à-dire on fait de la physique, chimie et biologie. C'est à la fac des sciences. Mais assez rapidement, après un examen, on arrive en médecine, en première année de médecine. À ce moment-là, le parcours, c'était vraiment l'hôpital le matin, comme stagiaire, ensuite comme externe, ensuite comme interne, et l'après-midi, les cours théoriques. Et les médecins qu'on voyait dans les services étaient parfois les enseignants l'après-midi. Mais je me souviens de mon premier stage de médecine, c'était à l'hôpital Rothschild, et c'était un enseignant, c'était un professeur de médecine qui s'appelait René Wolfram, qui était un enseignant magnifique, précis. On faisait la visite il y avait des dortoirs encore, des grands dortoirs, et on faisait la visite au lit du malade avec toute la hiérarchie hospitalière. Et il nous apprenait les signes cliniques, c'était de la pneumologie plutôt à ce moment-là. C'était un grand enseignant et une proximité avec le patient. Je crois qu'on était en tant que stagiaire, on avait déjà pas à charge, mais on participait aussi aux soins d'un premier patient. Ensuite, comme externe, un peu plus. Et puis, donc, il y avait vraiment un amalgame, vraiment une bonne articulation entre la pratique et la théorie, chaque jour. Wolfram, ce médecin de Rothschild, et puis les chefs de clinique, les internes avec lesquels on apprenait au lit du patient, nous apprenaient l'abord du corps, c'est-à-dire, c'est un service de pneumologie, la palpation, la percussion, on voit plus ça, On mettait un linge sur le dos du patient, on percutait, on écoutait, l'auscultation, et donc c'était vraiment l'examen clinique d'abord complet, les signes de la fièvre, la sueur, les crachats, etc. Et puis il y avait des examens complémentaires, les radios, alors que maintenant je crois que les choses sont totalement inversées. Un médecin demande d'abord un scanner avant d'aller palper le corps du patient. Je ne sais même pas si les patients se déshabillent. Avant c'était vraiment le premier geste. Déshabillez-vous, allongez-vous. Il y a peu, une amie me certifie qu'un médecin l'a ausculté en consultation par visioconférence. Et du mal à imaginer, car durant mes études, j'ai toujours examiné les malades. Souvenir d'avoir transpiré, d'avoir eu le fantasme parfois de me délester des habits sous la blouse, à cause de la chaleur de la ville où j'ai fait médecine. Souvenir de l'agilité de mon corps, d'avoir porté, ausculté, touché, caressé pour rassurer une multitude de corps différents. Un inventaire anatomique disparate, où le désir s'efface et n'a pas lieu d'être. Les jours où je perçois du trouble, j'apprends vite à désamorcer par l'humour. J'apprends aussi à aller au-delà des morphologies, des apparences. Je prends l'autre pour un semblable, quel que soit son corps.
j'oublie le choc ressenti à la vision des descentes d'organes, des malformations congénitales et autres plastiques qui ne correspondent pas au corps normé. C'est vraiment au tournant de la fin du XVIIIe siècle qu'il va y avoir un bouleversement majeur. On peut le dater avec la Révolution, mais c'est pas directement lié à la Révolution française, c'est plutôt lié à des profonds changements au sein de la société, au sein de l'organisation, de la santé et des besoins aussi qui évoluent à ce moment-là. Alors la première chose, c'est que avec l'évolution des technologies, les phénomènes de guerre sont de plus en plus meurtriers, de plus en plus présents, et donc le métier du chirurgien va avoir une utilité sociale qui est grandissante par rapport à la médecine en tant que telle. Donc un roi, par exemple, en France, quand il part en campagne, il a besoin de chirurgiens compétents parce qu'il va y avoir des blessés qu'il faut soigner, c'est son armée, etc. Et donc, il y a une valorisation, une revalorisation de ce métier manuel, parce que le chirurgien, ça vient bien de kairos, la main en grec. La deuxième chose, c'est que toute cette modification qui est plus conceptuelle, si vous voulez, d'étudier la nature après la nature. Donc c'est ce qu'on appelle la révolution scientifique, qui peut très sommairement et simplement être caractérisée par l'invention de deux outils, la lunette astronomique pour voir beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait penser, et donc c'est la révolution de considérer que la Terre n'est pas au centre de l'univers, et en même temps, cette même outil, si l'on inverse les lentilles, ça donne un microscope en fait. Donc on va pouvoir observer l'infiniment petit comme l'infiniment grand, et donc c'est désormais ce livre de la nature, cette création qu'il faut étudier en tant que tel, et pas seulement à partir des textes écrits des anciens. Donc c'est un changement profond. Et en médecine, ce changement profond, il va se matérialiser à la fin du XVIIIe siècle par l'avènement de quelque chose qu'on appelle la médecine anatomo-clinique. Ça veut dire que la nature est donnée, c'est quelque chose qu'on peut étudier, qui nous instruit sur comment fonctionne la reproduction, comment fonctionne un organisme vivant, etc., mais aussi un organisme vivant qui tombe malade. C'est le moment où on va inventer des instruments qui servent encore aujourd'hui dans la pratique médicale, qui sont devenus tellement centrales que c'est l'emblème de tous les médecins du XXe et du XXIe siècle. Quand un jeune étudiant qui arrive enfin en formation à l'hôpital, donc avance dans ses études, etc., ce qui va signer son statut de médecin apprenti, c'est qu'il met son stéthoscope autour de son cou, et ce stéthoscope, il est inventé par Laennec dans le cadre de cette révolution anatomo-clinique du début du XIXe siècle, en fait. Et la rupture, elle est profonde. Pourquoi ? Elle est profonde parce que c'est le moment où chirurgie et médecine vont se réunir. Donc au début du XIXe siècle, les nouvelles facultés de médecine vont intégrer médecine et chirurgie. Donc on a un regroupement. Et on voit bien que désormais, on est sur une formation qui est un peu bicéphale, c'est-à-dire on a la théorie, mais on a aussi la pratique. Et cette pratique, elle est à la fois chirurgicale, certes, mais elle est aussi l'apprentissage de la clinique. Donc, comment on ausculte, comment on palpe, comment on inspecte un corps. Donc, toute cette formation clinique qui encore aujourd'hui est présente dans la formation de nos étudiants, elle est élaborée en fait à ce moment-là. Et tous les termes sont créés pour cette observation. Donc, c'est ce qu'on apprenne les étudiants, des noms... les sibilants, les crépitants, quand on parle de l'auscultation, par exemple, des termes qu'il faut apprendre. Il faut mettre en fait l'observation, donc l'écoute de ce bruit, en face, à la fois de ce qu'on aurait pu voir à l'autopsie et de la capacité de la décrire, de l'analyser et de l'inscrire dans un contexte. Pour faire cette clinique, arrive un autre acteur qui va être fondamental, qui est déjà là avant, mais qui n'a pas du tout de place importante, c'est l'hôpital. C'est un lieu où on peut soigner, mais c'est surtout un lieu de la formation des futurs médecins, en fait. Il y avait un certain nombre de spécialités qui m'intéressaient beaucoup. J'ai été intéressé donc par la cardiologie, j'ai été intéressé par la néphrologie, mais comme j'avais en point de mire et en projet de devenir psychiatre, j'ai passé en 4e année de médecine l'internat de psychiatrie de la région parisienne, donc interne des hôpitaux psychiatriques de la Seine, et j'ai été nommé. J'ai pris un premier poste en 69 d'interne. J'étais à Maison-Blanche.
C'était le plus gros hôpital psychiatrique de France, où il y avait 2500 patients. J'étais dans un service de 500 lits et j'avais la responsabilité, sans être vraiment supervisé, de 110 patients. Des entrants, des chroniques, des oligophrènes, des débiles, des microcéphales, etc. Et le patron de ce service passait le samedi, me demandait alors tout va bien, et il repartait. Et j'ai appris mon métier là par les infirmières. Les infirmières me disaient tiens, celui-là va pas trop bien, vous devriez peut-être le voir, peut-être lui prescrire tel ou tel médicament. C'est comme ça que j'ai vraiment appris par la transmission des collègues, mais surtout des infirmières qui étaient chevronnées. Cette salle avec ses grands rideaux rouges, c'est une ancienne chapelle de l'évêque d'ailleurs qui en fait est devenue la salle des actes. Donc les actes, c'était les noms qu'on donnait aux divers diplômes qu'on présentait en médecine au Moyen-Âge. C'est vrai que là, on a beaucoup d'hommes et qu'il n'y a qu'une seule femme. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. On va avancer de quelques pas. Vous voyez sur votre droite, juste à côté de la deuxième fenêtre, eh bien, vous avez un homme avec une longue barbe blanche et des petites lunettes cerclées. Regardez bien, vous avez un portrait. Ici, c'est la reproduction de la photo de Glaphyra Ziegelmann dans le portrait de son époux Amance Gossel. De manière plus générale, sans parler que de la médecine, au Moyen-Âge, même si ce n'est pas dans les mœurs, les femmes pouvaient, en tout cas en théorie, accéder aux universités. Après, c'était beaucoup plus complexe. C'est la Renaissance qui leur a fermé les portes. Et Dieu sait que pourtant, on met toujours la Renaissance comme bien meilleure par rapport au Moyen-Âge, qui enfin, depuis quelques années, est réhabilité un peu plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en France, il faut attendre la période du Second Empire pour que les femmes puissent repasser, ou du moins revenir à l'université. Mais c'était un parcours du combattant, puisqu'il fallait passer le baccalauréat féminin. Ensuite, en candidate libre, passer le baccalauréat masculin. Et si on voulait s'inscrire à la faculté, passer un concours certes, mais aussi obtenir, pour pouvoir y rentrer et s'inscrire, l'autorisation du père, de l'époux, du frère. Donc je ne sais pas, on est quand même à la fin du 19e, donc ce qui veut dire que malgré tout, les acquis ou même certains combats qu'on mène encore, non, ce n'est même pas la peine d'en parler. On n'est plus, entre guillemets, temporellement parlant, très loin des premiers combats des suffragettes, mais on est quand même dans la période Second Empire, donc le rôle de la femme est tout de même, malheureusement, réduit à celui d'une mineure à vie. Alors, en France, c'est une femme originaire du Gard, de Bouillargues, qui s'appelle Madeleine Bresse, mais qui a grandi beaucoup à Paris et fait ses études là-bas, qui est la toute première femme diplômée en France en 1875. Et au départ, on l'avait dit, ah oui, mais infirmière, c'est très bien. Non, elle voulait être médecin, et en tout cas, son mari a dû un petit peu plier devant ses désirs, mais c'est très intéressant parce qu'à Montpellier, nous, il faut attendre 1878 pour que ce soit une Écossaise, Agnès MacLaren, qui justement obtienne son diplôme en 1878. À la fin du 19e, elles sont pas 15%, elles sont à peine même pas 1%, et parce que je ne vous ai pas dit non plus, malheureusement une chose, c'est que une fois qu'elles sont à l'université, il fallait que quelqu'un vienne les chaperonner pour être sûr qu'elles étaient là pour étudier et pas faire tourner les têtes des garçons, ou justement qu'on leur fasse tourner la tête aussi. Ça, c'est très important. Et parmi les noms qu'on retient ici, vous avez notamment Glaphyra Ziegelmann, qui est d'origine russe, qui est arrivée ici à la toute fin du 19e siècle et qui était la chaperonne en fait de sa meilleure amie, qui elle voulait faire des études de médecine. Sauf que Glaphyra Ziegelmann se prend beaucoup plus au jeu des études de médecine que son amie, et donc cette dernière, passe sa thèse en 1899, épouse d'ailleurs un étudiant en médecine ici qui était Amance Gossel, et donc, elle étant une femme, ce que très souvent on faisait à l'époque, c'est qu'on réorientait les femmes vers tout ce qui était gynécologie obstétrique, parce que c'était donc des femmes qui connaissaient sûrement mieux le corps des femmes, et donc étaient plus capables de les appréhender. Et avant la Première Guerre mondiale, elle a tenu à passer un concours pour devenir professeur de médecine. Donc, la partie écrite est anonyme. Elle avait d'ailleurs tout le soutien des médecins de Montpellier. Et le problème, c'est que quand on passe un concours, la partie écrite est anonyme. Mais une fois qu'ensuite on a les copies qui sont corrigées, on donc désanonymise en regardant de quel élève il s'agit. Et ensuite vient la partie de l'oral. Et puis on lui a dit, mais madame, vous êtes une femme, donc personne ne vous prendra au sérieux, laissez tomber. Les premières facultés de médecine et universités qui ouvrent leurs portes aux femmes, c'est les facultés de médecine en Suisse. Et donc la Suisse va accueillir des centaines de femmes russes, des centaines de femmes américaines, britanniques, etc. La France va relativement tôt emboîter le pas, puisque la faculté de médecine de Paris va ouvrir ses portes aux femmes
En 1871-72, donc au tout début de la Troisième République, ce qui est très tôt. En Allemagne, par exemple, la formation médicale reste fermée aux femmes jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc quasiment 50 ans plus tard. Au départ, en fait, on se rend compte que cette idée qu'une femme puisse prétendre à accéder à une formation médicale, il y a deux éléments, en fait. Il faut qu'il y ait une faculté qui accepte d'inscrire et d'admettre des femmes, mais il faut aussi que socialement, ça soit acceptable d'une certaine manière. Et je pense que cette réticence, elle est beaucoup moindre en Amérique, qui est très pragmatique, et beaucoup moindre en Russie, etc. En France, les femmes, c'est possible, mais en fait, elles y vont pas tant que ça pendant tout un temps. Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la pudeur, d'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en serait arrivée là, je me le demande, que resterait-il de la femme ? Henri Montagnier, docteur, en 1868. Donc vous allez voir, on va aller là dans la salle où il y a, par exemple, le simulateur avec la femme enceinte. Alors, Centre il y a des de simulation site Pajol, directeur Patrick Plaisance, docteur Pierre-François Secaldi, médecin gynécologue obstétricien, Alexis Régent, médecin interniste. Ils sont électroniques. Et donc, c'est l'électronique qui va faire sortir progressivement le petit en fonction de ce qu'on a décidé. Soit c'est normal, soit c'est un peu complexe et tout. Je vais laisser Pierre-François vous en parler. Donc c'est un mannequin de haute fidélité d'accouchement. Et donc là, la particularité, c'est qu'on va pouvoir faire les gestes vis-à-vis d'un accouchement. Et à la fois en même temps les compétences techniques, comme on disait tout à l'heure, mais aussi les compétences non techniques, puisqu'on peut avoir l'élève sage-femme, l'étudiant en médecine, l'infirmière, le pédiatre. Et donc c'est un système en effet de coussinet d'air comprimé qui va faire à la fois descendre le bébé dans la filière, dans le bassin de la maman, et en même temps tourner. Donc on est vraiment sur un très proche de la réalité. Donc là tu mets les gants. Oui, là je mets les gants. Voilà. Et là où est le ressenti de réalité, c'est qu'on a vraiment les efforts de poussée vraiment extrêmement bien reproduits sur ce mannequin. Mais finalement, depuis le modèle de Madame de Coudray du XVIIIe siècle, on reste quand même sur le même modèle. On a mis un peu plus d'électronique. Vous me parliez du placenta, vous l'avez ici. Le défi est énorme parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes à former. Du temps où Patrick et moi-même étions à la fac, ou même peut-être Alexis, on était 65 par promo. Ils sont 800 par promo maintenant. Donc le défi est déjà comment former, accéder aux études de santé et apprendre le soin en toute sécurité pour des quantités aussi importantes d'étudiants. La deuxième chose, en effet, l'effort qui a été fourni, c'est vraiment, je pense, c'est sur le savoir-être. Et c'est vrai, aujourd'hui, je suis toujours agréablement surpris et impressionné que l'étudiant en médecine et l'étudiant infirmier, par exemple pour l'atelier de ponction lombaire, vont travailler ensemble, chacun avec leurs objectifs, mais en tout cas apprennent à travailler ensemble, en espérant que ça puisse se reproduire après dans la vie professionnelle quelques années plus tard. On est passé de la connaissance à la compétence. Ça, sûrement, que c'est l'élément le plus important à mon sens. La connaissance, c'était livresque. Le premier à l'internat, c'est celui qui avait tout appris par cœur. Mais c'est pas pour ça qu'il était bon en médecine, hein. Il y avait un temps pour le stage hospitalier où on disait on va acquérir le savoir-être peut-être sur place par compagnonnage. Là, aujourd'hui, on a aussi une demande des étudiants qui est aussi de se préparer à ce savoir-être. Et une des grandes demandes auprès, par exemple, de notre doyen, a été aux étudiants de savoir se présenter aux patients, aux malades, qu'ils soient en position allongée dans un lit ou en position assise au cabinet. Et ça, dès la deuxième année, dès le passage de la première étape. Et maintenant, il y a une demande aussi de la part des étudiants là-dessus. Et c'est voilà. Et on se doit de répondre, nous enseignants aussi, à cette demande. Globalement, l'empathie, c'est se représenter ce que vit l'autre et lui témoigner une forme d'intérêt en lien ou une forme de sollicitude en lien avec ce qu'on a perçu. Jeudi 15, vendredi 16 septembre, UFR de médecine, site Villemain, Paris 10. Un amphithéâtre, des tables de bureau où sont gravées des inscriptions comme « Je peux pas, j'ai pas cesse ». J'assiste à la pré-rentrée des 4e années, année durant laquelle moi je décidais d'arrêter, et
cette pré-rentrée s'intitule « Préparation au stage de 2e cycle ». Ici, dans cette pédagogie centrée sur l'étudiant et coordonnée par Marie-Aude Piot, pédopsychiatre, sont proposées en vrac une réflexion sur l'empathie, la relation au patient, des contacts en cas de maltraitance, une formation de premier secours mental, divers éléments d'un curriculum informel pendant les stages. Dieu gît dans les détails, dit-on. Pour moi, cette volonté de changer certaines petites choses, durant mon apprentissage, peut grandement aider à la pratique et le bien-être des soignants de demain et des patients d'aujourd'hui, qui s'éloigneraient de l'étymologie latine du verbe pathie, supporter, souffrir, par opposition à agir. Je sais que c'est assez théorique, mais on va très rapidement aller vers la pratique. Et globalement, je pense que vous avez beaucoup fait de simulations sur les aspects plus techniques, procédurales, ou en tout cas, vous serez amené à en faire pendant toutes vos études. Et en parallèle, et petit à petit, se sont développées les simulations dites non procédurales, non techniques. On va plus être dans un processus élaboratif et collaboratif. Je viens vous voir en ce qui... Non, c'est moi qui viens vous voir en l'occurrence. Ah oui, pardon, excusez-moi. Juste rappelez-moi votre prénom, excusez-moi. Enfin, votre nom. Bali, Béa2L. Madame Bali, d'accord, excusez-moi. Du coup, là, je viens de voir en fait votre mari. Donc, comme vous le savez, je pense que vous avez déjà été au courant de son suivi. Oui, donc, il a eu une coronano, je sais plus quoi. Il a eu une coronarographie. Voilà. On a pu bien sonder ses coronaires, etc. Les caillots partis. Voilà, on a essayé en fait de dégager en fait ces caillots qu'il y avait dans la coronaire. Et donc, comme vous le savez, donc il a fait un infarctus. Je m'appelle Lorraine Thomas, je suis comédienne, auteure-réalisatrice. Et depuis 2015, je pratique la simulation en santé. Nous sommes des comédiens qui interprétons le rôle d'un patient. Donc on a été formés à l'université Paris-Cité, c'est-à-dire que moi je suis responsable d'un pool de 24 comédiens formés à la simulation en santé, formés au jeu et formés aussi au débriefing. Parce que, si vous voulez, nous jouons le patient, mais surtout nous faisons ce qu'on appelle, dans le langage médical, le retour patient. Nous allons pouvoir dire aux médecins, aux étudiants en médecine, parce que c'est aussi bien en formation continue qu'en formation initiale, ce que nous avons ressenti de leur façon d'être avec nous. Parce qu'on est dans le savoir-être, pas dans le savoir-faire. Vous connaissez donc les conséquences de l'infarctus. Il y a plein de types de conséquences. On peut avoir des conséquences à la fois sur le cerveau, au niveau du cœur, etc., au niveau du vaisseau. Non, pas du tout. C'est juste que. Je veux juste savoir quand est-ce qu'on peut partir, et puis voilà, tout s'est bien passé. Oui, non, mais je comprends, mais je préfère prendre le temps avec vous, comme ça, en fait, tout est clair et vous ne me dites pas. Voilà, D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre mari, donc sur cet infarctus-là, tout va bien? Oui, c'est que j'ai un peu mal partout, parce que j'ai oublié ma canne en plus. Ah. Non, c'est bon. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que votre mari, sur en fait cette intervention, a fait une complication qu'on appelle en fait le choc cardiogénique. C'est-à-dire en fait qu'il a. Alors moi, je suis réanimateur, professeur à Paris-Cité, et Jean-Paul Mira. Je trouve que ces relations patients-médecins, c'est ce qu'il y a de plus important pour apprendre à nos jeunes collègues à appréhender leur métier futur. L'interaction première qu'on va avoir avec un patient va conditionner notre pratique médicale et aussi la façon dont le patient va avoir confiance dans le praticien, va être capable de subir des fois des examens compliqués et avoir une vision de l'aide qu'on peut lui apporter, parce que aujourd'hui la médecine a quand même beaucoup changé, on est capable de guérir des gens, mais il y a aussi des patients qu'on ne guérit pas, et ces patients qu'on ne guérit pas, on peut les accompagner et les aider. Et pour ces malades-là, la relation qu'on va avoir avec eux-mêmes ou avec leur famille d'ailleurs, comme on a vu dans le premier cas, est quelque chose d'essentiel et qui se travaille et qui n'est pas uniquement de l'expérience. Je pense que ça s'apprend. Et puis, même en étant un petit peu vieux, je pense que malheureusement,
l'absence de culture humaniste qu'il y a dans les études de médecine, l'importance de la littérature et tous ces grands médecins qui ont écrit et qui ont décrit ce type de relation, que les jeunes, enfin, on les pousse pas tous à lire ça, fait que on risque de devenir vers une médecine technique et technocratique qui leur fait peur. Et moi, je l'entends quand je discute avec les jeunes sur l'intelligence artificielle en médecine. Ils disent, l'intelligence artificielle, à quoi on va servir ? Puisque de toute façon, l'ordinateur sera plus intelligent et plus rapide que nous. C'est vrai. Mais ce que l'ordinateur ne fera pas, c'est la relation médecin-patient. Et ça, absolument rien ne pourra le remplacer. Parce que c'est un échange de regards, c'est capter un mot et rebondir dessus, c'est instaurer une confiance, et c'est écouter un patient et savoir se taire. Et ça, l'intelligence artificielle, aujourd'hui en tout cas, ne va pas le faire. Et donc pour qu'ils aient envie de faire ce métier, qui est un métier absolument extraordinaire, il faut qu'ils comprennent l'importance de cette relation, et que sur cette relation-là, ils vont pouvoir ensuite mettre toute la technique qu'il faut, y compris l'intelligence artificielle. C'est pas grave. On soignera d'autant mieux les malades et ils auront encore plus confiance en nous. Est-ce que ça peut mal finir ? Alors... Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois exactement ce que vous voulez dire. Il peut y avoir une issue qui, en effet, peut potentiellement mal se terminer. C'est une issue comme une autre. Mais, en tout cas, vu la manière dont il a été pris en charge, la rapidité de notre intervention, en tout cas, on essaiera au maximum, vous pouvez me croire, de maximiser ses chances de récupération et ses chances notamment de survie et notamment de rentrer le plus rapidement possible chez vous. Il n'est pas conscient, vous m'avez dit. Si je peux rester avec lui tout le temps. Bien sûr. Aller chercher des affaires et m'installer. Mais bien sûr, bien sûr. Et il m'entendra. C'est possible qu'il vous entende. C'est possible. En tout cas, si vous pouvez rester près de lui et voilà. Je dis tout ce que tout notre corps médical est sur lui. Je pensais partir avec lui. Faut que je sorte. La première visite à domicile que j'ai faite en tant qu'interne, on avait le secteur de la Courneuve, donc le 9-3, comme on l'appelle maintenant. J'allais chez une patiente qui était une patiente psychotique, qui avait déjà 3 enfants, qui était enceinte d'un 4e. On était en 69, il n'y avait pas moyen de faire d'avortement, il n'y avait pas moyen de faire d'IVG, qui avait envie de se passer par la fenêtre, avec les 3 enfants et sa grossesse. Je suis resté, j'ai dû passer la journée pour essayer de la calmer, mais c'était ça le travail. Et j'avais téléphoné à un collègue en disant il faut absolument faire un avortement. Et puis il refusait, c'était criminalisé. Hein. Donc on était vraiment au pied du mur. Là, on était engagé sur le plan à la fois de l'éthique et puis de l'affect aussi. Hein. C'est dramatique. Ma génération de psychiatres était une génération qui était ouverte à la psychanalyse. Elle se répandait, elle se pratiquait. Donc on faisait les uns les autres, mes collègues, mes amis, on faisait une analyse par ailleurs, où on pouvait reprendre ces questions-là. Lacan était venu à Villévrard pour parler aux jeunes psychiatres, je ne sais plus, dans ces années-là, je crois que c'était en 1967, discours aux jeunes psychiatres. Donc il y avait une ouverture vers les sciences humaines. Oui, quand on venait à la psychiatrie à ce moment-là, c'était quand même une ouverture vers les sciences humaines, vers la littérature aussi. Les gens qui passaient l'internat en psychiatrie, c'était des gens qui étaient plutôt tournés vers cette philosophie-là. Regardez, je sors un livre de Roger Gentis qui s'appelle « Les murs de l'asile », qui est paru au moment où je prenais mon premier poste d'interne dans ce service de 110 ou 120 lits, et où je ne connaissais rien. Et c'est quelque chose qui m'a complètement porté, parce que c'est une critique acerbe et vraiment profonde de l'asile,
tel qu'il était, de l'aliénation, de l'asile, donc, et qui portait à faire un travail d'humanisation et d'ouverture. La posture paternaliste a ses deux versants. Il y a le versant d'Arc qui est insupportable à notre époque parce qu'il y a un côté directif, autoritaire, parfois aussi un peu présomptueux et narcissique de la part du médecin. Mais il y avait aussi le fait d'être touché par la souffrance du patient et de ne pas être indifférent. Marie-Aude Piot, pédopsychiatre. Et c'est vrai que le paternalisme intégrait aussi ça, alors peut-être de façon un peu caricaturale, mais ou désubjectivante, mais il y avait ça. Et plus la société s'est complexifiée, a évolué, il y a une démocratisation du savoir aussi qui est très positif, mais qui fait que l'asymétrie et peut-être la relation un peu plus verticale avec les médecins s'est horizontalisée, l'asymétrie reste, parce qu'il y en a un qui souffre et l'autre qui souffre pas, parce qu'il y en a un qui en demande et l'autre qui répond, enfin de toute façon ça reste asymétrique. Mais il y a eu l'enjeu d'avoir quelque chose de plus co-construit, de plus dynamique, de plus horizontal, de plus partenarial. Donc on associe les patients à la fois dans les soins, dans les comités de direction hospitalière, dans les décisions politiques, mais aussi dans la recherche et dans la pédagogie. De la même façon que les patients se sont organisés en association pour prendre la parole et prendre une place, je pense que les étudiants prennent de plus en plus leur place et que de l'autre côté, du côté des responsables facultaires, il y a de l'écoute. Je pense qu'il y a une évolution globale qui porte une attention plus importante sur la subjectivité des apprenants et sur le bien-être des étudiants. Ça commence à être reconnu comme un des facteurs essentiels à faire un bon médecin et pas juste une forme de dolorisme ou d'hédonisme. Dire que le médecin doit aussi avoir une vie personnelle, un espace de pensée sur cet équilibre personnel et que s'il a cette marge-là, il sera un meilleur médecin. Il y a peut-être cette représentation-là qui commence à émerger. Jean-Michel Gentizon, qu'est-ce qui fait un bon, entre guillemets, médecin ? Je crois quelqu'un qui est ouvert à la personne et à la souffrance de l'autre, à l'être humain qui est devant lui. J'ai encore des personnes que j'ai connues il y a 30 ans qui m'appellent et pour lesquelles je reste engagé, même à mon âge. Mais qui me téléphonent, docteur Gentizon, qu'est-ce que vous devenez, etc. Et moi ceci, et moi cela. Oui, il y a un engagement. Je crois que je le ressens. Mais ça a été l'exemple de mon grand-père aussi, je crois, à travers tout ce que j'ai raconté là. Moi, je crois qu'il faut s'intéresser surtout à la souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui confronte d'homme à homme, d'être humain à être humain. C'est vers ça qu'il faut plonger et aider à porter. Merci à Patrick Plaisance, Alexis Régent, Christian Bonnat, Jean-Michel Gentizon, Xavier Laurent, Marie-Aude Piot, Lorraine Thomas, Jean-Paul Mira, aux étudiants de 4e année. Prise de son, Yvan Charby pour la simulation, Geoffrey Marianne pour Montpellier. Mixage, Julien Douminc. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. La fabrique des médecins, premiers apprentissages du mannequin haute fidélité aux patients simulés. Un documentaire de Juliette Boutillier réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Moi, je me souviens quand on était en train de réviser que tu m'as dit j'ai envie de faire metteur en scène de théâtre. Et ça m'avait complètement... j'avais jamais envisagé qu'il y avait autre chose qu'on pouvait faire. C'était marrant. J'ai trouvé que c'était une ouverture d'esprit qui était énorme. Alors qu'on avait la tête plongée dans la médecine, tu avais un autre projet. Voilà. Bisous. Mécanique du vivant, une collection de podcasts France Culture.
Il y a 40 000 ans, les derniers hommes de Néandertal disparaissent. 2 espèces de mammifères survivent grâce au collectif. Les premiers sont les hommes, les autres sont les loups. Ils sont voisins, souvent rivaux et parfois ennemis. Mécanique du vivant, saison 1, Le Loup. Une collection de podcasts de Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, avec le Zoo Parc de Beauval et l'association Beauval Nature.